Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, ces journées très chaudes. Très chaude, toujours la canicule chez nous. Ouais, ça change pas. Apparemment dans d'autres coins de France, ils ont genre du 18 degrés l'après-midi, donc ça équilibre. Nous, la clim tourne la clim tourne... Quasiment en permanence. Oui, c'est un enfer. Mais bon, l'été est sympa, on apprécie. Cette semaine, on vous fait un petit épisode un peu plus tourné crypto-bourse parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a de l'actualité. Donc Julien me tanne pour faire cet épisode, donc on va le faire. Donc c'est pas trop ma cam. Au moins ça change, on parle pas que d'immobilier. Au moins ça change. On commence du coup avec la boom anecdote de la semaine qui remonte à vendredi. On a signé du coup un compromis d'abord. Et après, on a signé une vente qu'on vous avait déjà parlé précédemment. Boom anecdote, je sais pas, mais du coup, moi, j'étais là pour le compromis et quelle déception de voir que on savait qu'on achetait à des vieux, mais vraiment, ils ont tout pour être détestables, je trouve. Vraiment, rien que pour un compromis. Et pourtant, on était en visio, donc. Mais alors, le monsieur, déjà, je pense que l'âge choque, en fait, à chaque fois. On en parlait un peu cette semaine, mais c'est vrai que, pourtant, plus ça avance, plus on vieillit. Donc, normalement, ça se voit de moins en moins. Mais c'est vrai que je pense que déjà, ils s'attendaient pas à avoir des jeunes gens, aussi jeunes que nous. Et surtout qu'en plus le notaire il y va de son petit commentaire à chaque fois en mode non mais ils ont l'habitude, si machin. Ouais, parce qu'on connaît très bien notre notaire, il nous apprécie et c'est vrai qu'à chaque fois il dit non mais mes clients ils s'y connaissent très bien en acquisition immobilière. C'est insupportable quand il dit ça. En plus vraiment le notaire, je sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être parce qu'il partait en congé le soir, je sais pas, mais moi il m'a dit bonjour Marie, j'étais là. Bonjour mon ref. Bonjour mon frérot. À la fin, il m'a dit, parce que Julien restait du coup pour l'acquisition d'après, c'est avec une autre société, c'était pas avec une qu'on a en commun. Et il me dit quoi en me raccompagnant au bureau, il me dit je vous raccompagne pas jusqu'au bout, vous commencez à connaître le chemin. Et j'étais là, ok mon ref, à la semaine prochaine. Et voilà, des boomers qui du coup nous vendent un local commercial et vraiment ils étaient un peu scandalisés qu'on ait recours au prêt pour financer grassement leur vente, sachant que oui, personne peut sortir autant d'argent d'un coup quoi. Enfin je sais pas dans quel monde ils vivent parce que eux ils sont quand même pressés, voilà, faut que ça aille vite. Le mec il a quand même dit sur le délai, voilà, 30 novembre il faut qu'on ait signé. On signera jamais au 30 novembre, on le sait d'habitude, on le sait d'avance. Toujours en retard sur les signatures, mais bon, les vrais investisseurs immobiliers le savent. Ça ne se signe jamais à l'heure. Ouais, mais c'est pour ça que je me dis ça doit faire longtemps qu'il a pas fait d'acquisition. Pourtant, le bien, il l'a acheté il y a pas si longtemps. Je pense que c'était en 2020, je crois, quand on est à décembre. Oui, mais c'est justement, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour le prêt. Effectivement, il avait l'air un peu étonné que nous, on fasse un financement, alors que j'ai pu consulter, alors ça, il le savait sans doute pas, mais les notaires, des fois, surtout quand c'est des acquisitions récentes, ils se renvoient entre eux les titres de propriété qui sont souvent l'acte de signature de la vente précédente. Et en fait, j'ai sa dernière signature qu'il a fait en 2020, donc je sais exactement à combien il a acheté, combien il a fait de travaux. Je sais pas combien moi il a acheté. Il a acheté 170 000, il a fait 70 000 de travaux. Donc c'est pour ça qu'en théorie. Mais il se gave pas tant que ça en fait. Non, il se gave pas tant que ça, bien sûr, bien évidemment. C'est pour ça que nous on fait une bonne affaire. Je me demande du coup si c'est pas dans le cas d'un divorce ou un truc comme ça. Il y avait sa femme du coup qui était là, mais ils avaient mis un siège de distance entre eux. Ah, tu penses ? Bah ouais, je pense.
Ah, peut-être. Ouais, je t'avoue que je suis pas allé aussi loin dans ma réflexion. Mais non, mais c'est surtout que du coup, lui, il avait l'air scandalisé qu'on fasse un prêt, sauf que lui-même a fait un prêt quand il a acheté, en fait. Donc, bon, au bout d'un moment. Il a pas dû le rembourser, je pense, son prêt en plus. Bah, c'était un prêt de 15 ans. Il a remboursé 4 ans de prêt, quoi. Il a acheté en 2020. Peut-être pour ça qu'il est pressé. Je sais pas. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas de locataire actuellement. Et non, moi, je pense surtout c'est qu'il a galéré avec ses locataires, parce qu'apparemment, le locataire précédent fait faillite, hein, ça arrive dans les bails commerciaux, mais pourtant, il a pas perdu de loyer. Il a pas perdu de loyer et il louait très très cher. Hein. Ouais, moi, je sais pas si on en arrivera à relouer. On l'aura peut-être pas au même prix que lui, mais même sans louer à ce prix-là, on sera très rentable. En plus, du coup, ça me fait rire parce que Julien demande par curiosité à combien est-ce qu'il avait mis le bien à la location et le mec dit 3006, je crois, TTC. Donc nous, on récupère pas la TVA sur cette société. Donc pour nous, ça ferait 3006 net, quoi. Du coup, je calcule rapidement et j'ai la petite tête du notaire qui regarde par-dessus mon téléphone. Vous calculez la renta brute? Tu dis là, oui. Et du coup, si on prend ce loyer-là, je crois qu'en brut, on est à 17%. 17 ouais. 17%, ouais. Et nous, par rapport à ce qu'on va le louer, on sera à 14, entre 12 et 14 à peu près. Parce que en vrai, ça me paraît ambitieux quand même. Ouais, ça paraît cher. 3006, même si le bien il est quali, quand même, ça me paraît cher. Enfin bon. Du coup, voilà, c'était une petite boom anecdote. Voilà. Pas choqué, pas déçu, on savait à quoi s'attendre. On s'y attend. et voilà. Et moi aussi, j'ai fait une visite pour le deuxième petite anecdote. Moi, du coup, j'ai récupéré les clés parce que je signais une acquisition derrière où c'était moitié le local spa et les bureaux dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes. Et en fait, coup de chance, ça déjà, vous êtes content quand ça vous arrive. J'avais prévu d'y aller le samedi matin récupérer les clés, donc on avait signé le vendredi après-midi. Donc j'avais tout convenu avec le vendeur, on se voyait, il me montrait un peu toutes les serrures, etc. Je récupérais tous les trousseaux. Et en fait, sur le trajet, il y a quelqu'un qui m'appelle parce qu'il a vu justement l'annonce sur le Bon Coin que j'avais mis quelques jours avant et qui veut venir visiter. J'ai dit écoutez, si vous voulez venir visiter, c'est maintenant parce que j'y suis. Et du coup, j'ai dû l'attendre une petite demi-heure, mais il est venu, il a visité. Et en fait, comme d'habitude, peut-être encore plus que quand on est chez le notaire, tu vois, ça rebondit sur ce que tu disais sur l'âge tout à l'heure. J'ai bien vu que le mec était un petit peu étonné de mon âge. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, etc. Il me l'a pas dit, mais j'ai senti qu'il est toujours un peu étonné de voir quelqu'un aussi jeune. Alors sur les appartements, ça nous le fait de moins en moins. Parce qu'en fait, on loue souvent des jeunes les appartements. Donc au final, un jeune qui loue un jeune, il y a peut-être parfois moins de questions qui se font. Ils doivent se dire qu'on gère ça pour nos parents. Oui, c'est ça. Ou des fois, ils comprennent même pas qu'on est le propriétaire. Ils pensent qu'on est le gestionnaire locatif. Et limite, ça nous va en fait. Comme ça, au moins, parfois, c'est plus facile parce qu'ils ont moins tendance à essayer de jouer sur la corde affective. Mais là, sur du commercial, où je suis, c'était un homme d'une 50aine d'années qui venait pour voir s'il pouvait avoir les locaux pour y ouvrir son business. Et ouais, je sentais qu'il s'y attendait pas, tu vois. Mais bon, ça vous verrez si effectivement vous êtes dans le même cas que nous et que vous êtes relativement jeune et que vous vous retrouvez à faire des affaires immobilières avec des gens plus âgés, vous aurez des fois les petites réflexions ou en tout cas la sensation d'étonnement de la personne avec qui vous allez avoir. Vous allez parfois même peut-être l'avoir au téléphone aussi, ça peut arriver parce que forcément à la voix des fois on arrive à savoir à peu près quel âge a la personne. Faut passer au-dessus. Vous êtes là pour faire du business, soyez le plus professionnel possible et en fait personne se posera la question, même si c'est vrai qu'il peut des fois y avoir le côté un peu méfiance, parce que c'est vrai qu'entre guillemets ce qui d'un point de vue de nos cerveaux de primates, ce qui sort de nos habitudes est considéré comme du risque. Donc quand on voit quelqu'un de jeune alors qu'on s'y attend pas, entre guillemets il peut y avoir de la méfiance qui s'y met, mais soyez professionnel et ça y aura jamais de souci. On passe à la question. Ouais, la question c'était, je ne sais plus, si c'était, est-ce qu'on pense que c'est un avantage d'investir en couple? En fait, ça dépend toujours si le couple investit ou s'il n'y a qu'une personne dans le couple qui investit. Ouais, je pense que la personne qui m'a posé cette question, c'est dans le sens où c'est plus facile parce qu'on partage les tâches et que quand t'es tout seul, t'es un peu avec toi-même, tu vois. Oui. Tu peux avoir beaucoup d'avantages par le fait que tu es en couple déjà, forcément, si tu veux mettre de l'argent de côté, t'es deux pour payer le loyer, t'es deux pour payer beaucoup de frais un peu communs. Donc naturellement, d'un point de vue strictement de l'investisseur, la vie à deux est plus avantageuse. Si en plus l'autre personne investit avec toi, vous avez un effet de levier qui est 2 fois plus grand que celui que t'aurais si t'investissais tout seul. Donc forcément, ça permet d'aller plus vite. Ça, c'est uniquement, on va dire, sur l'aspect un peu pratique. Maintenant, effectivement, si on va dire dans le couple, il y en a qu'une personne qui s'occupe des investissements et l'autre pas du tout, tu vas pas forcément avoir, entre guillemets, les mêmes
mêmes investissements que si c'était un peu une équipe avec la répartition des tâches, chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, comme par exemple nous on peut le faire sur nos investissements. C'est sûr que si la personne avec qui vous êtes c'est pas du tout son délire, vous allez devoir un peu tirer votre bateau tout seul, et après c'est comme ça. C'est un avantage effectivement d'être deux et de pouvoir investir à deux. Après, je pense qu'il faut faire avec ses cartes, et qu'à un moment donné, quand vous êtes en couple pour plein de raisons. Et je pense pas pour principalement l'investissement, ou alors faut se poser une question. Sauf si vous avez trouvé une riche héritière et vous dites qu'il y a peut-être un peu de bise à faire. Non, trêve de blague. En fait, faut faire avec les cartes que vous avez. Donc c'est évident que quand vous êtes un couple, vous allez pouvoir aller plus vite, plus fort ensemble, mais si la personne avec qui vous êtes en couple ne veut pas avancer aussi vite que vous, c'est absolument pas un problème. Tant qu'en tout cas elle vous freine pas. Le seul cas où je pense que c'est plus mauvais d'être en couple que d'être seul, c'est le cas où la personne avec qui vous êtes vous dit de pas le faire, ou est fermée catégoriquement à ça, et ne comprendra pas les sacrifices et l'investissement personnel que vous allez devoir y mettre. C'est bien résumé. On passe au sujet du jour. Oui. Je te laisse l'introduire vu que c'est c'est mon sujet. C'est ça. Bon, on va reparler un petit peu finance, bourse, crypto, parce que là il y a eu un petit peu d'actualité. Vous avez dû le voir cette semaine. Enfin, moi en tout cas je l'ai vu sur mes comptes titres et sur mon compte crypto, puisque je pense qu'entre le 1er août et lundi dernier, j'ai dû perdre à peu près sur mon wallet crypto à peu près 30 000 euros, et sur mon wallet bourse à peu près 8 000 euros. Donc autant vous dire que quand en moins d'une semaine vous perdez quasiment 40 000 euros, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose quand même, tu vois. Donc après de toute façon, que ce soit dans le cadre de mon métier ou de nos investissements, je me tiens au courant quasi quotidiennement de ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont un peu débouclées les derniers temps, dont on va reprendre point par point, parce que je pense que ça vaut toujours intéressant d'avoir un petit peu le contexte, un petit peu les différents éléments qui sont venus l'influencer, d'avoir un peu les différentes cartes déjà pour comprendre un petit peu ce qui se passe, et également quelles sont nos préconisations et nos conseils quand vous avez comme ça des investissements, que ce soit en bourse ou en crypto, de savoir quoi faire, de pas paniquer et de simplement suivre le plan en fait. Je pense que l'élément principal dont on peut déjà parler, c'est la remontée des taux de la Banque centrale japonaise. Alors ça... Pourquoi le Japon, du coup ? Pourquoi c'est important le Japon ? Alors c'est important le Japon pour plusieurs raisons. Déjà, le Japon, c'est la 3e économie mondiale, donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que les poids lourds économiques aujourd'hui, t'as la Chine, les USA, puis le Japon en termes de PIB par pays. Donc forcément, c'est quand même un pays qui compte. C'est fou parce que c'est des vieux les Japonais. Oui, mais c'est justement un pays qui est extrêmement complexe, et particulièrement dans sa position économique, puisque le Japon, c'est un pays qui perd des habitants déjà depuis une dizaine d'années. Je crois qu'au maximum, ils étaient 140 millions, et ils sont déjà plus de 122 millions. Ah oui, perte sèche, ouais. Ils perdent, je sais plus, je crois qu'ils ont un des taux de natalité les plus bas du monde. Ils sont peut-être à 0,8 ou 0,9 enfants par femme. Enfin, c'est une catastrophe. Et plutôt que, comme beaucoup de pays qui ont des taux de natalité assez bas, et notamment en Europe, les Japonais ont fait le choix de quasiment zéro immigration. Parce que nous, on règle ça un peu quand même avec l'immigration. Tout à fait. Et eux, pas du tout, en fait. Pas du tout. Ils ont préféré... Mais moi, j'ai toujours eu comme cliché que les Japon étaient un peu racistes. Enfin, le Japon et les Japonais étaient un peu racistes, quand même. Dans le sens où c'est des cultures où... il y a pas comment qu'il y ait cette impression, hein, c'est un truc assez établi, que tu sais, les Japonais considèrent qu'ils sont un peu au-dessus, tu vois. Alors j'aime pas parler de race parce que voilà, on parle pas de race, mais tu vois que la culture japonaise est un peu au-dessus des autres, et du coup ça les fait un peu chier de mélanger des cultures. Il y a même des mots pour ça en fait. Oui. Après, c'est un petit peu le propre de toutes les cultures asiatiques. Je trouve pas spécialement que les Japonais soient par exemple différents des Coréens. Les Coréens aussi, ils prennent pas beaucoup d'immigration, ils ont un taux de natalité très faible. Tu prends la Chine aujourd'hui, la Chine, alors attention, la Chine, il y a une centaine d'ethnies, mais en réalité l'ethnie principale, les Han, c'est peut-être 98% de la population, et en réalité, il y a eu une vraie volonté du gouvernement chinois depuis l'ère communiste de un petit peu rendre homogène la population chinoise, d'avoir déjà plus qu'une seule langue. Ils ont gardé le chinois. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un expert, mais il y avait différents chinois en soi, entre par exemple ceux du sud et ceux du nord qui avaient pas exactement les mêmes dialectes. Ils en ont gardé un seul qu'ils ont mis sur tout le territoire. Les Ouïghours, c'est aussi un sujet, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'était quand même, on va dire,
un peuple à l'intérieur de la Chine qui avait une culture qui était très différente de la culture des Han et qui avait envie de garder un petit peu leur indépendance, et que très clairement le gouvernement chinois leur a dit non, vous allez vous comporter comme tous les autres Chinois ou ça va mal se passer, tu vois. Donc oui, je pense que le Japon est un pays qui aime bien vivre dans l'entre-soi, mais un petit peu pour moi comme toutes les cultures asiatiques. Je suis pas non plus un expert, mais quand tu descends vers le Vietnam, vers la Thaïlande, d'ailleurs en ce moment t'as des émeutes ethniques au Bangladesh. Bon, là on sort complètement du sujet du podcast, on parle plus du Japon, mais je veux dire, c'est pour montrer qu'en fait en Asie ça arrive partout, quoi. Okay. Mais pour revenir au Japon, effectivement, ils ont fait le choix d'avoir zéro immigration, donc ils ont eu un gros problème pour maintenir leur économie, parce qu'en théorie, quand tu perds des habitants, t'as le PIB qui est censé baisser, parce que c'est-à-dire que si chaque année t'as moins d'habitants que l'année dernière, c'est-à-dire que les habitants qui restent, ils doivent faire plus de PIB que ceux de l'an dernier pour maintenir juste le pays avec un PIB qui en tout cas ne décroît pas. Et effectivement, le Japon, c'est un peu le cas, c'est un pays qui a quasiment pas de croissance, sauf qu'en fait, garder une croissance stable, garder un PIB stable en perdant des habitants, c'est-à-dire quand même que chaque année, en théorie, tous tes habitants s'enrichissent parce qu'il y a un PIB par habitant qui est de plus en plus élevé. Ça a été le problème de base. Et ils l'ont résolu notamment par plusieurs stratagèmes financiers, qui a été avant tout de faire un petit peu pression sur leur monnaie. Ça, je sais pas si peut-être certains s'en souviendront, c'est dans les vieux films de Louis de Funès. Il y en a notamment un où il a une usine et où il vend des machines à des Japonais. Les Japonais le payent en yens. Et Louis de Funès est super content dans le film parce qu'ils vont lui donner du yen, et qu'à l'époque le yen par rapport à l'euro, il est super fort et c'est une monnaie qui vaut très cher. Par rapport au franc, pardon, mais bon, bref. En gros, par rapport à la monnaie française de l'époque, le yen, il est extrêmement fort et tout le monde veut en avoir. Et depuis, le yen s'est complètement effondré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous partez faire un voyage au Japon, c'est un voyage que les Occidentaux aiment bien faire parce qu'en fait, ça coûte pas très cher, malgré que c'est un pays extrêmement développé. Quand vous allez avec des euros, des dollars au Japon, vous êtes finalement très riche. Vous mangez pour 2 ou 3 fois moins cher que dans la plupart des grandes villes des États-Unis ou d'Europe, voire parfois même moins. Et en plus, vous mangez très bien. Donc, comment on en est arrivé à cet état-là, c'est qu'en fait, ils ont préféré avoir leur monnaie qui s'effondre pour booster leurs exportations. Parce qu'une monnaie qui baisse, ça permet à des entreprises qui produisent d'être plus performantes à l'international. Et ça leur a permis de maintenir leur PIB en gardant une industrie, notamment la robotisant, pour un petit peu compenser le fait qu'ils avaient moins de travailleurs, moins de travailleurs, enfin moins de personnes en tout cas en âge de travailler, parce qu'en plus leur démographie font qu'ils sont très âgés. Et ça a mené notamment depuis la crise de 2008, la Banque centrale japonaise à avoir des taux à zéro. Pourquoi ? Parce que le Japon est un pays où il n'y avait aucune inflation, mais c'est un peu logique, dans un pays où il y a de moins en moins d'habitants et où tu as une monnaie qui s'effondre, tu as une inflation qui est relativement faible. Donc la Banque centrale japonaise maintenait ses taux à zéro, ils étaient même négatifs depuis 2016, et les petits malins des banques internationales, des fonds d'investissement, on va dire les méchants traders, ceux qui sont vraiment sur la spéculation, ils ont inventé ce qu'on appelle le carry trade. Enfin, ça existait déjà le carry trade, mais en tout cas ils l'ont remis au goût du jour avec les taux japonais. Quel est le fonctionnement du carry trade ? C'est assez simple. Vous faites un prêt en yens dans une banque japonaise, vous prenez cet argent, vous allez le rembourser avec un taux d'intérêt qui est quasiment à zéro puisque les taux sont très bas au Japon, et vous allez les réinvestir dans des actifs en dollars. Donc par exemple des obligations, voire des actions peut-être, sachant qu'en plus, comme le yen est baissier face au dollar, quand vous empruntez en yens et que vous investissez en dollars, en plus vous faites ce qu'on appelle un gain de change. C'est-à-dire que quand vous allez reconvertir vos dollars en yens, en plus vous n'aurez pas beaucoup d'intérêt à payer, et en plus vos dollars vaudront plus de yens que ce qu'ils valaient initialement. Donc vous gagnez sur tous les tableaux. Ça notamment... C'est pas interdit ça ? Non, c'est totalement, c'est la libre circulation des capitaux, la mondialisation, c'est parfaitement légal. Et d'ailleurs, pour faire la petite anecdote, peut-être que certains le savent, mais il y a certaines communes françaises qui sont ultra endettées, parce qu'à une époque, il y a des communes françaises qui avaient fait la même chose entre le franc, l'euro ou le franc suisse, en fonction de la période où ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'à une certaine époque où le franc suisse était relativement bas, c'est-à-dire si on prend par exemple le début de la zone euro, quand l'euro a été mis en place au début des années 2000, 1 euro valait à peu près, 50 centimes de franc suisse. L'inverse. En gros, avec un franc suisse, vous aviez à peu près 50 centimes d'euros. Et du coup, t'as pas mal de communes qui se sont dit, en fait, ça va être pas mal. On a des taux d'intérêt qui sont moins élevés en Suisse qu'en France.
quand la commune elle va investir dans des équipements, plutôt que de faire un prêt en euros à une banque française, on va aller faire un prêt à une banque en Suisse parce qu'on remboursera un taux d'intérêt moins élevé. Le problème, c'est que le franc suisse est énormément apprécié, donc la valeur en euros de la dette qu'ils avaient contractée en franc suisse a progressé plus vite que le gain qu'ils ont fait finalement sur le taux d'intérêt. Du coup, il y a des communes qui, par exemple, avaient emprunté, je sais pas, on va dire 200 000 euros en francs suisses de l'époque. Aujourd'hui, elles se retrouvent à devoir rembourser quasiment 400 000 euros, et étant donné que le franc suisse a quasiment doublé depuis cette époque-là. Donc, en fait, le risque de change, il est assez important, et c'est quelque chose comme dans les grands échanges internationaux qu'il faut pas négliger. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent normalement des options contre les risques de change. Par exemple, typiquement une compagnie aérienne, elle va s'assurer que quand par exemple elle vend des billets, je sais pas moi, des Indiens qui vont payer en roupies, elle va s'assurer que au moment où les Indiens vont utiliser l'avion pour par exemple aller aux États-Unis, le roupie ne se sera pas trop dévalué, qu'ils resteront rentables sur le billet qu'ils auront acheté. Okay. Donc normalement tu t'assures comme ça. Bien sûr, les traders, ils prennent pas forcément de garantie, parce que s'ils prenaient une garantie sur le risque de change, en fait, ils gagneraient pas grand chose en faisant le carry trade. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le yen étant extrêmement baissier depuis pas mal d'années, ça a commencé à faire pression un petit peu sur les banques japonaises, sur les élites japonaises, parce qu'il faut bien voir que vous étiez un riche propriétaire terrien, où vous aviez beaucoup un gros patrimoine en yen au Japon. Vous voyez votre monnaie qui s'effondre. Au bout d'un moment, vous dites bon, c'est sympa 5 minutes, mais moi en fait mon patrimoine, si je dois le convertir demain en dollars, en fait d'année en année, je perds. Et notamment, ça vient aussi un petit peu compliquer la consommation des ménages, parce que les Japonais, comme toutes les économies développées, doivent quand même importer certains produits, et étant donné que le yen est baissier, ces produits coûtent de plus en plus cher. La Banque centrale du Japon a dit très bien, on va réaugmenter notre taux d'intérêt de 0,25 et on va entamer une politique de normalisation, c'est-à-dire qu'on va augmenter les taux d'année en année comme l'ont fait la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, etc. Et en fait, ça a été le signal déclencheur. Tous les traders qui avaient fait des carry trades, ils se sont inquiétés. Déjà parce qu'effectivement leur taux d'intérêt va remonter, et surtout parce que du coup le yen a repris quasiment 10% en quelques semaines. Le fait que le yen ait repris 10% en quelques semaines, tout de suite ça rend leur opération financière moins intéressante. Parce que comme ils avaient emprunté en yen pour réinvestir en dollars et revenir après en yen, là aujourd'hui ils vont perdre de l'argent, peut-être s'ils l'ont fait récemment, en se disant mince, le yen est finalement aujourd'hui plus élevé que ce qu'il l'était au moment où j'ai emprunté. Ou même il y a un coût d'opportunité du coup. Le coût d'opportunité il baisse également. Surtout que, comme vous le savez, c'est toujours pareil avec la bourse et la spéculation, ils l'ont très certainement fait avec de l'effet de levier. C'est-à-dire que là où vous pourrez vous dire finalement ils vont seulement gagner 3% de moins, en fait s'ils avaient un gros effet de levier, ils sont peut-être en négatif sur leur position. Donc naturellement il y a eu un peu un phénomène de vente assez massif qui a eu lieu à la fois aux États-Unis et au Japon. Donc vous avez l'indice japonais qui s'est assez effondré, notamment à cause de la remontée des taux de la Banque centrale japonaise. Après, c'est aussi une logique, vous avez aussi les valorisations des entreprises japonaises qui vont baisser, parce qu'on estime que si les taux d'intérêt du Japon remontent, le yen va remonter, donc les entreprises japonaises vont moins exporter. Voilà, c'est un petit peu les grandes lignes de tous ces mécanismes. C'est complexe parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui viennent influencer tout ça et qui ont des répercussions sur d'autres, et vous avez un peu un effet boule de neige. Ça, c'était le premier point majeur dont les analystes ont retenu qui avait fait la grosse baisse qu'on a eue sur les marchés actions la semaine dernière. Vous avez la deuxième, qui est les États-Unis. Ouais. Les États-Unis, il y a des indicateurs qui commencent à montrer que les USA vont rentrer en récession économique. Alors je trouve qu'il y a pas mal d'actu aussi aux États-Unis. Là, il y a Biden qui s'est retiré. Tout ça, ça influe un petit peu quand même. Alors la politique, pas tant que ça. Okay. Sur l'aspect économique, oui, ça influence un petit peu, mais en réalité, que ce soit Biden, Kamala Harris ou Donald Trump, c'est pas vraiment ce qui fait est-ce que la bourse, le Nasdaq va être performant ou pas. Ça c'est plutôt des éléments un peu plus macroéconomiques, et notamment la Banque centrale américaine, dont on nous disait, je crois au mois de janvier ou au mois de mars, qu'elle allait faire, je sais plus, entre 4 et 6 baisses de taux cette année. En fait, elle n'en a encore fait aucune. Et le souci, c'est qu'on attendait au mois de juillet qu'il commence à baisser les taux. Jérôme Powell, qui est le directeur de la Banque fédérale américaine, a décidé finalement de ne pas baisser les taux et de voir en septembre. Le problème, c'est que tout le monde s'est dit un petit peu
c'est greedy de sa part de maintenir une politique aussi restrictive. Et en plus, on a les indicateurs économiques de fin juillet qui étaient pas bons, c'est-à-dire une hausse du chômage plus importante qu'attendue, la consommation qui est un petit peu en baisse, la production des entreprises qui est un petit peu en baisse aussi. Donc on avait pas mal d'indicateurs qui montraient que l'économie américaine était un petit peu en train de se retourner, qu'on risquait d'avoir quelques trimestres de récession, donc de croissance négative aux États-Unis, alors qu'on a des taux qui sont extrêmement hauts. Donc là, forcément, à nouveau, c'est un autre élément qui montre que beaucoup ont vendu sur les bourses américaines parce qu'ils se sont dit, c'est le moment de vendre. Probablement qu'aujourd'hui, les entreprises américaines sont trop chères, elles sont surévaluées par rapport aux bénéfices qu'elles vont faire dans les années futures. Et c'est un petit peu logique. Quand tu prends une entreprise comme Nvidia, c'est une super boîte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle se négocie, alors, de mémoire, je crois qu'elle se négocie entre 30 et 40 fois les bénéfices. Ok. C'est beaucoup trop. Normalement, une entreprise est bien évaluée quand elle se négocie entre 15 et en gros qu'il faut 15 à 20 années de bénéfices pour rembourser le prix d'une action. Là, on est quasiment 2 fois plus cher que ça. Donc si on est 2 fois plus cher que ça veut dire qu'on anticipait que en fait dans les années futures, Nvidia allait faire des augmentations de bénéfices qui allaient être titanesques. Oui, mais c'est des anticipations toujours. C'est le principe de la bourse. Le problème, c'est que forcément si on a une récession qui arrive aux États-Unis, on est légitime à se dire que finalement il faut peut-être pas exagérer, c'est peut-être un peu trop cher, c'est le moment de vendre et de prendre des bénéfices. Donc forcément vous avez un effet de vente massif, et notamment celui qui s'est super bien sorti de cette histoire, c'est Warren Buffett. Ah mais lui il fait ça à chaque fois en fait. Ah, lui il a un nez, c'est incroyable. Du coup, ou alors il a des informations que tout le monde n'a pas, mais en tout cas il avait vendu toutes ses positions, enfin une grosse partie de ses positions sur Apple, je crois fin juin ou au mois de mai, enfin il y a quelques mois avant. Mais il y a pas une vieille dame aussi comme ça qui a une tendance à chaque fois à être là au bon endroit, je me rappelle plus son nom. Non, ça te parle pas, une vieille dame âgée? Non, une dame ça me dit rien. Ouais, je sais pas, je retrouverai le nom, mais je vous le dirai, mais ouais. On mettra dans les notes de l'épisode. Ouais. Donc ça a été effectivement un petit peu le deuxième élément après la Banque centrale du Japon, c'est les anticipations de récession aux États-Unis et le fait que la bourse américaine est très chère. Après, elle est toujours considérée chère. Moi, je m'intéresse à toutes ces questions depuis 2016 ou 2017. Depuis 2016 ou 2017, on nous dit qu'elle est chère et en réalité, elle continue à prendre de valeur en permanence. Après, un autre élément qui est venu un petit peu mettre son grain de sel dedans et qui n'est pas négligé non plus, c'est les tensions au Moyen-Orient. Oui. Alors il y a à nouveau... Israël, ils ont bombardé le Liban, je crois, Ils ont bombardé le Liban, plus ils ont assassiné un responsable du Hamas en Iran. Petit aparté, mais je trouve ça fou l'argent qu'a Israël en vrai. Bah, Parce après, qu'en vrai, il faut suivre quand même au niveau des munitions, des trucs comme ça. Ça fait combien de temps maintenant que ça a Alors déjà, commencé? ils sont soutenus par les Occidentaux et en plus, ils ont une économie qui est quand même largement supérieure. Ouais. Et puis, ils ont en plus une diaspora qui renvoie de l'argent en Israël. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi qui compte. En tout état de cause, le problème, c'est que si on a à nouveau des tensions au Moyen-Orient avec un risque de conflit armé éventuellement entre Israël et l'Iran, c'est toujours pareil, ça va venir faire augmenter les prix du pétrole. Faut bien voir que le seul problème de cette région, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de pétrole, tout le monde s'en foutrait. Ouais. Alors que comme ils sont assis sur les plus grosses réserves de pétrole de la planète, en réalité, s'il y a une guerre là-bas, naturellement, les prix du pétrole vont à nouveau s'envoler et ça va être extrêmement négatif pour les économies des pays qui importent du pétrole, donc notamment l'Europe principalement, l'Asie et aussi les États-Unis. Même si les États-Unis sont exportateurs, faut bien voir que si tout le monde ralentit d'un point de vue économique, eux aussi vont ralentir, sachant que juste avant, j'étais en train de vous expliquer que leurs indicateurs étaient pas bons, alors que pour l'instant, il n'y a pas encore, en tout cas, de guerre au Moyen-Orient et d'augmentation des prix du pétrole. Mais voilà, ça a été un autre élément qui est venu s'ajouter à tout ça et qui est venu dire attention, si on vend pas maintenant, on risque de se retrouver assez mal dans quelques mois ou quelques années. Ouais, je suis d'accord. Dernier élément, bon ça c'est un peu plus pour vous faire de l'actualité parce que finalement d'un point de vue strictement financier c'est pas ce qui amène le plus d'évolution, c'est un peu aujourd'hui où on en est en Europe en termes de croissance, d'économie. En fait, c'est toujours la même situation je trouve. Bah depuis en tout cas 2022 la guerre en Ukraine ça a pas bougé, on a des problèmes sur notre énergie, nos économies sont pas bons, on est en quasi-récession et on a un phénomène de stagflation. Alors la stagflation c'est une stagnation du PIB associée à une inflation qui est assez qui reste, parce qu'aujourd'hui même si la Banque Centrale Européenne a commencé à baisser ses taux parce qu'on a quand même bien diminué au niveau de l'inflation, on n'est toujours pas revenu à ce que la Banque Centrale considère comme normal
Et pour autant, on n'a pas de croissance économique parce que par exemple les USA, eux, quand ils ont eu de l'inflation, ils ont eu une croissance économique réelle qui a continué à être relativement importante. Donc c'est quand même des éléments qui sont assez négatifs pour nous. Et sachant qu'en fait, nous, on n'est pas bien, si les États-Unis sont en récession, s'il y a des tensions au Moyen-Orient, plus les événements boursiers au Japon, tout ça, ça vient à nouveau sur notre économie aussi, continuer de la fragiliser, et c'est ce qui fait aussi que vous avez le CAC 40, que vous avez la bourse allemande qui a dévissé, et par exemple, moi, dans mon cas, j'ai une position boursière assez importante sur les bancaires françaises, et j'ai dérouillé pas mal sur ma position. Je l'expliquerai plus tard, un jour dans un épisode, pourquoi j'étais aussi exposé sur les bancaires européennes, mais vous le comprendrez facilement si vous savez que je suis salarié forcément d'une grande banque française. Mais forcément, même si c'est des banques qui sont très européennes sur leurs intérêts, sur leurs investissements, sur leurs salariés, naturellement, quand le monde entier commence un petit peu à s'inquiéter d'un point de vue financier, vous avez entre guillemets la zone qui est la moins résiliente aujourd'hui, qui est l'Europe, qui dévisse avec. Et c'est grave ou pas du coup? Enfin, est-ce que ça va revenir ou c'est passager, tu penses? Pour l'instant, toujours difficile à dire. Ouais, c'est dur. En fait, c'est toujours pareil. Vous avez un petit peu les collapsologues de la finance. Je sais pas si vous connaissez le mot de collapsologue, mais le collapsologue, c'est un peu celui qui prépare la fin du monde. Ouais, celui qui fait son bunker dans son jardin, exactement. Et les collapsologues de la finance, vous devez en connaître certains parce qu'ils font beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on fait souvent plus de vues quand on parle de quelque chose de grave plutôt que quand on parle de quelque chose de positif. Donc c'est aussi pour ça que le titre de l'épisode, je vais forcément vous mettre le mot crash financier à l'intérieur pour que ça fasse un peu putaclic et que tout le monde s'inquiète et vienne écouter l'épisode du podcast. C'est un peu comme ça que fonctionne le cerveau humain. Mais en réalité, vous avez du coup ces économistes qui sont toujours en train de vous dire qu'on est à l'aube de la plus grande crise financière que le monde ait connue, que dès que ça s'agite un petit peu, ils sont en train de dire qu'ils avaient raison. En réalité, ils l'annoncent. Moi, très sincèrement, je pense qu'effectivement, un jour, il y aura bien une crise financière qui sera titanesque et dont le monde va mettre peut-être une dizaine d'années, comme la crise de 1929, à se remettre. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est maintenant ou est-ce que ça va arriver dans 20 ans. C'est ça que personne ne sait. Donc effectivement, là aujourd'hui, on a une sorte de petit crash financier. Il y en a qui vont vous dire que c'est peut-être le début de quelque chose de plus gros. Peut-être. Mais en fait, ça, personne ne le sait. Et effectivement, celui qui vous dit il va y avoir une grande crise financière, il a raison. En revanche, celui qui vous dit elle va avoir lieu demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, celui-là, il n'en sait rien du tout. On peut jamais se prévenir de toute manière de ça. On va y venir après. C'est toujours pareil, c'est des gestions de stratégie du risque, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a une boule de cristal qui permet de le savoir? Non. Parce que c'est toujours pareil quand on refait l'histoire, quand on regarde Lehman Brothers en 2008, on refait un petit peu l'histoire, on retrouve les prêts immobiliers, hypothécaires aux États-Unis qui étaient distribués de manière beaucoup trop importante, la titrisation de ces mêmes prêts hypothécaires dans les différentes classes d'actifs qui ont été distribués dans le monde entier. Enfin bon bref, quand vous avez la fin de l'histoire, c'est facile de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la crise. Le problème, c'est qu'en réalité, des crises, il y en a tout le temps. Il y en a en permanence. On a quasiment une crise tous les 2 ans. C'est vrai que... Enfin, moi, c'est pas des nouvelles qui me choquent, en fait. Oui. Ça arrive. Là, si on reprend les 5-6 dernières années... Peut-être que j'ai pas perdu 40 000 euros en une semaine, tu vois. Mais même moi, je suis serein parce que ça sert à rien de s'inquiéter outre mesure. Si on reprend juste les 5-6 dernières années, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a à peu près 2 ans, on a eu la guerre en Ukraine. Pareil, on a eu quasiment 1 an de marché baissier sur les actions. On avait eu les prix des matières premières qui s'étaient envolés. Encore 2 ans avant, on avait eu la pandémie de Covid-19 avec une année de récession sur quasiment toutes les économies mondiales, les principales places boursières qui avaient craché de manière extrêmement importante au mois de mars-avril 2020. Le CAC 40, on avait fait quasiment moins 35%. On revient encore 2 ans en arrière. Alors là, ça commence à être sans doute vieux parce que faut s'intéresser un petit peu à ça depuis pas mal d'années parce que sinon vous en aurez même jamais entendu parler. Mais en 2018, vous aviez les principaux indices américains qui avaient perdu 20% en quelques semaines, parce qu'à l'époque on parlait de guerre économique entre la Chine et les USA et il y avait notamment des annonces sur des droits de douane qui auraient pu être jusqu'à 200% sur certaines importations chinoises, la Chine de l'autre côté qui menaçait de vendre des obligations américaines et que ça allait faire un crash sur le dollar, sur la monnaie et que du coup on allait se retrouver
avec une dette américaine qui allait devenir insoutenable du point de vue du paiement de ses intérêts. Enfin bon bref, en fait, quasiment tous les 2 ans, vous avez comme ça un grand événement qui vient nous dire que c'est le début de la fin et qu'en gros, cet événement se passe maintenant et que vous allez voir d'ici 1 an, le monde entier n'existera plus et la finance mondiale sera à genoux et tout le monde sera dans la rue. C'est un petit peu ce qu'on vous dit à chaque fois. Donc c'est toujours pareil. Là, effectivement, il se passe quelque chose en bourse. On peut pas dire que quand vous avez des séances, par exemple, vous avez en Asie, que ce soit sur l'indice japonais, sur l'indice de Shanghai, sur l'indice de Séoul, vous avez eu des certaines cotations qui ont perdu 30% d'une journée. On a dû suspendre la cotation. Et par exemple, je crois que c'est l'indice japonais, il a fait sa plus grande baisse en une seule séance de son histoire, c'est-à-dire pire que le crash de 1987. Donc effectivement, il se passe quelque chose, mais de se dire est-ce que c'est maintenant le début de la fin ou simplement c'est encore une espèce de micro-crise financière qui dans 3-4 mois, voire 6 mois, voire 1 an, elle sera oubliée. Moi, je penche plutôt pour cette opportunité-là parce que si on se passe dans le sens de c'est la fin, il faut tout vendre. Et puis on préfère que ça se passe dans ce sens-là aussi, tu vois. Mais il n'y a pas qu'une question. Je suis d'accord avec toi. On préfère. Et puis je suis même pas sûr. Je pense que le cerveau humain il est plutôt en train de se dire que c'est la fin du monde et qu'on préfère être rassuré de se dire que c'est la fin du monde et qu'on préfère se dire que c'est maintenant qu'il faut tout vendre. Et c'est des fois ce qui fait un peu les phénomènes de panique. Je pense qu'au contraire, il faut plutôt avoir ça de manière assez neutre, se rendre compte que une crise, c'est difficile de la prévenir, c'est difficile de voir ce qui va se passer parce que les signaux sont difficiles à interpréter et qu'en plus, on sait jamais. Par exemple, là pour l'instant, on sait pas exactement. Là, je vous ai cité entre guillemets les grands responsables du petit crash qu'on a eu sur les indices financiers, mais en fait, on sait pas exactement lequel est le plus important. Je peux pas vous dire oui, c'est à 70% à cause de la Japon, 30% à cause des États-Unis. En fait, on sait pas. Ouais. Il y a différents événements qui se passent. Il y a une réaction du marché de l'autre côté. Il y a de la volatilité, mais en tout cas, il y a de multiples facteurs qui sont là derrière et on peut pas savoir jusqu'où ça va aller. Et du coup, les cryptos, elles suivent un peu tout ça aussi. Les cryptos, on va en reparler un petit peu après. Il nous manque juste de voir un petit peu quelles sont les stratégies. Qu'est-ce qu'on fait quand... Oui, tu vas en parler maintenant, ok. Oui, parce que les cryptos, c'est un peu différent. On en parlera tout à l'heure. Déjà, nous, c'est une chose qu'on a recommandé dans ce podcast, c'est quand vous voulez investir en bourse. Vous posez pas de questions, vous faites le DCA, vous faites une méthode d'investissement qui est linéaire, vous investissez un petit peu toutes les semaines ou tous les mois sur des grands indices ETF si vous voulez pas vous casser la tête, ou alors si vous aimez faire un peu de stock picking, aller chercher des actions intéressantes, vous pouvez le faire. Il y a également de l'autre côté, ce qui est peut-être un peu plus difficile à faire, parce que bien acheter en bourse c'est facile, mais bien vendre, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est simplement de prendre des profits de manière régulière. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, Warren Buffett, lui, il a vendu déjà il y a quelques mois ou quelques semaines. Vous auriez dû faire pareil si en tout cas vous aviez des plus-values qui étaient extrêmement importantes sur le Nasdaq, sur le CAC 40 ou sur certaines de vos positions. Et ensuite, ça, je pense notamment pour les gros portefeuilles, parce que honnêtement, quand vous avez peu de placements en bourse, je sais pas si vous avez moins de 10, 20, 25 000 euros peut-être placés en bourse, faut quand même voir que c'est pas énorme. Parce que même si vous faites x2, vous n'achèterez pas une maison avec. Donc on va dire que jusqu'à ce niveau-là, je considère que vous pouvez être quasiment full action et prendre un petit peu de risque sur vos placements boursiers. Vous allez jamais vous mettre en risque d'un point de vue de votre patrimoine, même si c'est votre patrimoine unique. Dans tous les cas, vous êtes en train de le construire. Donc c'est le moment où il faut prendre un peu de risque pour aller chercher beaucoup de plus-value. Maintenant, si vous avez un patrimoine financier de 100, 200, 300, 500 000 euros, là, pour le coup, il faut commencer à diversifier. C'est aussi une manière de se protéger, c'est-à-dire de ne pas avoir que des actions. Là, en ce moment, on est toujours assez haut sur les classes obligataires et sur les placements en fonds monétaires. Il faut en profiter, rester liquide et profiter des baisses éventuellement pour faire des rachats intéressants quand vous avez des excès de vente sur certains titres. Ouais. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Bon, les cryptos maintenant. Ça y est, tu veux parler des cryptos? Vas-y, parle-nous des cryptos. Un truc un peu important là qui s'est passé avec le Ripple, non? Et la SEC, j'ai entendu. Oui, alors ça je suis ça de très loin. Hein, je sais que Julien a un truc avec le Ripple depuis le début, donc... on avait déjà parlé dans d'autres épisodes. Effectivement, le Ripple, c'est une crypto qui est très... il y a beaucoup d'émotions dans celle-là, et comme tous les actifs où il y a beaucoup d'émotions, potentiellement, il y a des gros gains à faire dessus. Alors, je suis pas non plus de ceux qui vont vous dire que c'est la révolution mondiale. Moi, je connais le speech du Ripple parce que voilà, j'en ai acheté, c'est important de l'avoir à l'idée. Est-ce que demain, ça va devenir
le nouvel actif financier qui permettra de fluidifier les échanges interbancaires, etc. Même si le besoin existe, mais est-ce que c'est Ripple qui va régler ce problème-là? Ça, j'en sais rien. Par contre, ça reste, je pense, une crypto qui est intéressante. C'est quand même la 5e crypto-monnaie en termes de capitalisation. Et elle avait vraiment le vent en poupe depuis 2017-2018. Et il y avait eu, alors je crois que c'était l'année d'après. Voilà, je commence à... Non, c'était en 2018. Oui, c'était en 2018. C'est pas en 2019. En 2018, il y avait eu un début de procès avec la SEC qui avait ouvert une enquête en disant que le Ripple était un titre financier, qu'ils avaient manipulé grosso modo leur cours. C'était le début du procès. Ce procès a duré extrêmement longtemps. Bah ouais, 6 ans du coup. Mais il devait se terminer en 2020 à la base. Ah oui, ok. Et il vient seulement de se terminer maintenant où effectivement Ripple encourait, je crois, jusqu'à 2 ou 3 milliards d'amendes, ce qui aurait, je crois, pu mettre la boîte en faillite. Et finalement, il y a eu 125 millions d'euros d'amendes. Donc mais c'est énorme. s'ils ont gagné, pourquoi est-ce qu'ils ont eu 125 millions? Bah parce que tu sais toujours aux États-Unis, t'es inculpé. Non, mais aux États-Unis, t'es inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Après, je vais pas te faire non plus le procès dans le détail, c'est pas intéressant. Mais grosso modo, ils avaient plusieurs chefs d'inculpation. Okay. Ils ont dû être reconnus non coupables pour certains, coupables pour les moins graves entre guillemets. Et sur les moins graves, le juge a dit bon puisque vous étiez pas coupable de ça, mais que vous étiez quand même de ça, on vous met le dernier, tu vois. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. C'est une justice qui est un peu différente de chez nous. Donc effectivement. On considère, enfin en tout cas d'un point de vue strictement financier, que Ripple a gagné son procès, parce qu'en tout cas l'entreprise existe toujours et que les 125 millions ils les payeront sans problème. Et donc ça c'est une excellente nouvelle, parce qu'entre guillemets le plus gros risque qu'il y avait sur cet actif-là vient de disparaître. Effectivement le Ripple a pris 30% en 2 semaines je crois, ou 3 semaines. Enfin forcément il y a une réaction du marché qui est assez logique derrière. Et on verra, mais potentiellement on peut avoir des belles surprises, en tout cas pour ceux qui ont investi dessus. Bon, quoi qu'il en soit, ça a pris une petite claque là. Le Bitcoin, il est à quel niveau? Le Bitcoin, il est aux alentours des 60 000 $. Alors effectivement, il a un petit peu baissé parce qu'il était à nouveau reparti autour des 70 000 il y a quelques semaines, enfin il y a maintenant un peu plus de 15 jours. Naturellement, il y a souvent une corrélation entre la bourse traditionnelle et les crypto-monnaies. Quand vous avez la bourse qui dévisse, souvent vous avez les cryptos qui dévissent en même temps. Est-ce que c'est parfaitement lié, parfaitement logique? Oui et non. En fait, en réalité, c'est quand même des classes d'actifs qui sont assez différentes, mais il faut quand même voir que, naturellement, quand vous avez de l'argent qui sort de la bourse, c'est aussi parce qu'on considère que l'argent investi en bourse a moins de chances d'être rentable, donc il faut, entre guillemets, se sécuriser. Et les crypto-monnaies, la logique, elle est un petit peu similaire à la bourse, c'est-à-dire que vous êtes exposé pour faire des gros gains. Si maintenant, il faut sécuriser sa position, vous vendez. Donc vous avez des phénomènes comme ça qui peuvent être assez crescendo, sachant que la grosse différence entre les cryptos et la bourse, c'est que les cryptos, le marché il code 24/24, 7 jours sur 7, alors que la bourse elle est quand même fermée la nuit et fermée le week-end, et que en plus vous n'avez pas de phénomène où quand un actif perd plus de 30% en une journée, on arrête la cotation et on repart le lendemain. Donc c'est ce qui fait que les crypto-monnaies sont quand même beaucoup plus volatiles que les actions, et que naturellement quand il y a des phénomènes de panique, vous pouvez voir des moins 50% qui s'affichent en une journée et plus 30% le lendemain, ça arrive quasiment chaque année. Ensuite, il y a quand même eu plusieurs news qui sont venues un petit peu mettre un coup de mou sur les cryptos les derniers temps. Vous avez déjà le lancement de l'ETF spot sur l'ETH. Sur l'Ethereum. Donc ça, c'était un petit peu... Pourquoi je vous dis que c'est une news plutôt baissière? En fait, elle est baissière parce qu'elle a été interprétée un petit peu comme ça par le marché, dans le sens que quand vous savez toujours, c'est en gros, en bourse, on dit toujours acheter la rumeur, vendez la nouvelle. Donc en réalité, le marché, il avait déjà acheté la rumeur de l'ETF ETH il y a quelques mois. On avait vu l'Ethereum qui avait pris 20-30% en plus ou moins dans le premier et deuxième trimestre de cette année. Et naturellement, quand vous avez eu enfin l'ETF qui a d'abord été autorisé, je crois que c'était vers le mois de mai-juin. Je vais me pardonner, j'ai plus les dates exactes, mais c'est pas très important. Et vous avez eu la mise en route de l'ETF qui a eu lieu fin juillet. Et naturellement, on peut se dire bon ça y est, tout le monde va investir sur l'Ethereum et ça va doper le marché. En réalité, pas tant que ça, parce qu'il y avait plus entre guillemets de comment on peut appeler ça, de doute sur le fait que l'ETF allait être mis en place, et que donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'impact. Voir les gens vendent en se disant de toute façon maintenant la news qui devait avoir lieu, c'est effectivement vérifié.
Il y a... je sais pas si tu voulais dire autre chose là-dessus ou pas sur ça. Non, j'ai fini Il y sur a eu un truc avec MTGOX là. Oui. Ça, tu peux rappeler rapidement ce que c'était MTGOX? Ouais, c'est bien, t'as de la mémoire, parce qu'on en avait parlé dans Ouais. des épisodes. MTGOX, c'était, vous savez, une grande plateforme de l'époque. Bon, ça date à l'époque. 2015. Qui a fait faillite en 2014, notamment à cause d'un hack historique. Et pour vous dire que des fois ça peut être long ces histoires-là, c'est que vous aviez pas mal de créanciers qui étaient en fait les clients de la plateforme qui devaient récupérer des crypto-monnaies, notamment pas mal de bitcoin. Ils ont été patients hein, parce que depuis le temps. Bah en fait ils avaient 10 pas ans. trop le choix, surtout je pense, parce que je pense que sinon, enfin là ils sont contents hein, parce que je sais pas, Ouais, tu m'étonnes. ils doivent être quasiment en x100 sur ce que leur devait la plateforme à l'époque, mais justement ça fait m'étonnes. entre guillemets pas mal de personnes qui vont récupérer beaucoup de bitcoins qui étaient considérés comme bloqués ou perdus par le marché. Donc ça ramène des nouveaux bitcoins sur le marché dont on jusqu'à maintenant pensait que probablement on les reverrait jamais. Ça contre un peu le halving, ça, du coup. Non, parce que le halving ça n'a rien à voir. Le halving c'est sur la rémunération des mineurs. Ah, ok. Donc c'est un peu différent. Là c'est juste que en gros, si on fait la totalité des bitcoins en circulation, je sais plus, je crois que t'en as peut-être déjà 40% qui sont considérés comme bloqués ou perdus. Par exemple, tu as toujours l'adresse de Satoshi Nakamoto, le créateur, qui en a beaucoup. Et en fait, comme il les a pas bougés depuis la création, on considère qu'ils bougeront jamais. Ça, c'est un petit peu le marché qui le considère comme ça. Après, tu en as beaucoup qui sont détenus par des grands fonds, voire par des pays. Là aussi, on considère que normalement, ça doit pas trop bouger et que donc, c'est pas des bitcoins qui se baladent sur le marché, que les gens peuvent s'acheter et se revendre. Donc, finalement, il n'y a pas énormément de bitcoins qui circulent, mais c'est souvent le cas. Pour faire un petit parallèle avec les actions, c'est souvent le cas. Par exemple, LVMH, Bernard Arnault, il en a une extrait, enfin je sais plus le chiffre exact, donc je vais pas dire de bêtises, mais il en a la grande majorité. Tesla avec Elon Musk, c'est pareil. Faut bien voir que même en bourse, sur une action, vous n'avez pas la totalité, ce qu'on appelle le floating, c'est-à-dire le nombre d'actions qui se baladent et que peuvent s'échanger les traders. C'est souvent pas grand-chose par rapport à finalement ceux qui détiennent la majorité du capital de la boîte. Le Bitcoin, c'est un peu pareil. Vous avez la majorité des détenteurs du Bitcoin. Les bitcoins ne bougent plus et ce qu'il y a dans le floating du bitcoin, ce qui peut s'échanger sur les plateformes et que les différents investisseurs vont faire circuler, il y en a plus énormément, mais le fait que vous ayez les remboursements des clients de MTGOX, on peut se dire que eux par contre ils risquent de les revendre vu que maintenant ils sont sur leur x100 et qu'en plus ils ont dû un petit peu pleurer toutes leurs larmes de leur corps à l'époque en se disant qu'ils avaient perdu leur crypto, un peu comme les clients de FTX. Et finalement ils sont remboursés et on a pu se dire qu'il allait y avoir un excès de liquidité sur le marché. Oui. Et que naturellement ça allait tirer le prix vers le bas. Ça c'était un petit peu ce qui a été anticipé. Sachant que ça c'est un peu un autre élément qui vient encore rajouter de la liquidité sur le marché, potentiellement de la baisse. Vous avez notamment l'Allemagne qui a vendu ses bitcoins, je crois, entre juin et juillet, mais qui en a quand même vendu pour, je crois, 3 milliards d'euros. Ouais, donc c'est quand même pas négligeable. Et vous avez les USA qui sont un des plus grands détenteurs de bitcoin au monde, qui commencent à les déplacer d'adresse en adresse. Donc, pour l'instant, on n'est pas sûr que les USA vont les vendre, mais en tout cas, il y a quelqu'un derrière qui commence un petit peu à déplacer les bitcoins des USA à droite à gauche. Et il y a quand même... Et quand tu dis c'est les USA ou c'est l'Allemagne, c'est pas les pays ne sont pas détenteurs, c'est des gens qui... Si, c'est les pays. Ah, c'est les pays, ok. Parce qu'en fait, c'est des saisies, par exemple, quand t'as comme ça un hacker qui a été arrêté, parfois les hackers, je sais pas, ils avaient des milliers de bitcoins qu'ils avaient, parce que c'était leur C'est rémunération. bizarre parce que par exemple en Allemagne, je sais que Ursula, elle kiffe pas tout ce qui est crypto, etc. Oui, sauf que Ursula, c'est la Commission européenne. Ouais. C'est pas c'est pas l'État allemand. Oui, mais bon, je pensais Ouais, mais qu'ils y croyaient pas trop en fait. Ouais, mais c'est de l'argent gagné. Ouais, On va c'est pas vrai. cracher dessus, tu vois. Mm. Après, par exemple, je sais que l'État français, ils ont quasiment pas. Parce qu'on est nuls, voilà. Non, mais il y a eu aussi peu de hackers français qui ont été arrêtés par les autorités françaises. Faut reconnaître que dans le hacking, on n'est pas un des grands pays, donc naturellement. Souvent les mecs se cassent, je pense en plus. Bah c'est ça. Par exemple, dans les grands pays qui ont lutté contre les hackers, notamment en crypto, t'as le Japon, t'as les USA, t'as un petit peu la Corée aussi. Ça fait partie un peu des pays qui de ce fait, parce que souvent, quand t'arrêtes un hacker, en fait, tu lui dis soit tu passes 100 ans en prison, soit tu nous donnes toutes tes cryptos, tu passes 5 ans en prison et tu ressors. Du coup, souvent le mec disait bon ben ok, je vous donne toutes mes cryptos
et comme ça je négocie un petit peu ma libération. Enfin en tout cas les Américains c'est souvent comme ça qu'ils ont procédé. Donc c'est pour ça que tu as des pays, et puis là je te parle juste des bitcoins, mais les USA ils doivent avoir des milliards de dollars en Ethereum, et pareil dans quelques autres altcoins. Ouais. Donc voilà, ça aussi c'est venu rajouter des bitcoins sur le marché et un petit peu faire une pression vendeuse, et c'est pour ça que vous avez un peu une augmentation de la volatilité, que depuis quelques mois ça fait un peu des pics à la baisse, puis ça remonte, puis ça redescend. Certains analystes ont parlé de dead cat bounce. Donc le dead cat bounce c'est le fameux rebond du chat mort quand vous avez les cours qui s'effondrent, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un grand crash où le marché perd peut-être 20-30%, puis il rebondit de 15%, on se dit ah ça y est, le chat est tombé du 5e étage, il a touché le sol, il a rebondi, il est pas mort, et en fait derrière vous avez le cours qui s'effondre à nouveau encore plus bas, et là c'est vraiment entre guillemets la fin du bull run, et c'est ce qu'on pourrait penser de ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi je suis pas trop forcément dans cette optique là, parce que quand tu regardes les fondamentaux du marché, on va parler des bonnes nouvelles après, il y en a quand même pas mal. En plus finalement on est encore tôt dans le cycle, alors même s'il y a de la volatilité, même si demain on fait un moins 30, moins 40%, en fait pour l'instant on n'a pas fait non plus des records absolus, on n'est pas arrivé au moment où tout le monde parle du Bitcoin à la salle de sport, au travail, à la télé. Non, tout le monde s'endort, ouais. Donc voilà, moi pour l'instant pareil, je m'inquiète pas trop pour les cryptos, même si je vous disais que mon portefeuille avait fondu de 30 000 euros la semaine dernière, ça arrive. Voilà, ça fait partie, c'est une classe d'actifs qui est très volatile. Depuis le début du bull run, c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, enfin, de manière aussi importante en quelques jours, si. Oui, mais parce qu'il y a plus de volatilité, mais par contre, oui, effectivement, depuis le début du bull run, t'avais des journées à plus de 20 000 euros, des journées à moins de 10 000, c'est vrai, ça fait partie de la volatilité. T'as parlé un petit peu aussi de l'autorisation du minage en Russie et en Chine ou pas ? Alors, surtout en Russie. C'est important ça. Ouais, ça c'est très important. À partir du mois de novembre, en Russie, il sera de nouveau possible de faire du minage de crypto-monnaies, alors que c'était interdit depuis 2018. Donc c'est une excellente nouvelle, parce que la problématique du minage, c'est l'énergie, donc l'électricité pour faire tourner les ordinateurs et les cartes graphiques. La Russie est un pays où l'énergie est peu chère, parce qu'ils ont des grosses réserves de pétrole et de gaz. Donc potentiellement, c'est un acteur supplémentaire qui va, entre guillemets, permettre de ramener encore à nouveau de la concurrence sur le minage. Et souvent quand vous avez la rémunération des mineurs qui baisse, vous avez les cours qui augmentent. c'est des corrélations qui sont souvent observées, sachant qu'en plus la Russie est un pays qui était extrêmement agressif et autoritaire sur les cryptos, comme la Chine également, depuis quasiment le bull run de 2017-2018. J'ai dit la Chine. La Chine, on n'a pas eu de news pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs qui circulent, mais étant donné que ces deux-là, ils sont un petit peu alignés quand même en termes macroéconomiques, je serais pas étonné que si la Russie revient sur les cryptos, la Chine le revienne également dans un second temps. Alors ça, je veux pas lancer de fake news, tu vois, mais d'un point de vue intellectuel, ça me paraît pas déconnant, sachant qu'en plus, aujourd'hui, le premier pays en termes de minage sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et naturellement, aujourd'hui, les cryptos se sont quand même un petit peu imposés comme quelque chose qui va rester. C'est-à-dire que là, ceux qui pensent qu'on va encore les interdire, ils existent quasiment plus, à part peut-être Ursula, mais bon. Non, même en Europe, ils ont compris que on ferait pas sans. Donc les pays et les États comprennent qu'il faut faire avec. Et dans le cadre de faire avec, ce qu'a très bien compris les États-Unis depuis environ 2 ans, ils investissent à fond dans les fermes de minage et dans finalement le fait de capter le maximum de richesse de ce qui est en train de se passer dans l'écosystème de la crypto. Et bien évidemment, la Chine et la Russie vont probablement ne pas laisser les États-Unis gérer seuls et se faire entre guillemets seuls du business sur cette classe d'actifs. C'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle la réouverture du minage en Russie, et que ça vienne dans d'autres pays qui l'avaient interdit, je ne serais pas étonné. Okay. Il y a également d'autres projets d'ETF qui sont possibles. On a notamment un ETF sur Solana. Le Brésil a notamment déjà mis en place un ETF sur Solana. Alors pour l'instant, forcément, quand c'est au Brésil, faut être brésilien pour pouvoir investir dessus. Mais ça veut dire que d'autres pays pourraient le faire et que probablement les États-Unis pourraient y venir. Alors là, pareil, vous avez des analystes qui vous disent que non, Solana, ça arrivera pas tout de suite. D'autres qui vous disent que ça peut arriver avant la fin de l'année.
On verra bien. Quoi qu'il arrive, si on commence à parler de Solana, on va petit à petit à parler à toutes les cryptos du top 10, peut-être même Ripple, on ne sait pas, un ETF. Il y avait une fake news là-dessus il y a quelques mois. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais je serais pas étonné que d'ici 2 ou 3 mois, on en parle. Et en plus, on a de la reprise sur les volumes d'échange. Donc, c'est aussi que pour qu'on ait une reprise à la hausse des cours des cryptos, il faut quand même qu'il y ait du volume, qu'il y ait beaucoup d'échanges, que vous ayez beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Depuis, on va dire, la grosse hausse qui avait eu lieu de octobre à février, on avait eu des volumes qui avaient été plutôt en baisse, on va dire de mars à juillet. Et potentiellement depuis, on va dire fin juillet, début août, on a une reprise assez significative. Donc ça veut aussi dire que vous avez des nouveaux intervenants qui entrent et que potentiellement... si vous avez des nouveaux entrants, vous allez à nouveau avoir une logique un peu de la course à celui qui veut faire le plus de bénéfices et donc ça va tirer les cours vers le haut. Pour moi, enfin, un dernier élément sur le marché crypto, je pense qu'on a petit à petit vers la fin de cet épisode, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. Ouais. Effectivement, pour le... oui, enfin, quand tu m'avais proposé le thème de l'épisode, c'est vrai que parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que la conclusion de tout ça, c'est que... Rien de nouveau sous le soleil des cryptos. Voilà. C'est que ça continue, en fait, c'est souvent comme ça, c'est plusieurs mois que c'est comme ça aussi. Et ce qui est bien, c'est par contre, c'est que ça donne matière à vous entraîner et à analyser un petit peu ce qui se passe, comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais je pense que c'est important de le dire parce que, tu vois, nous, on a un peu l'expérience de quasiment 3 bull run crypto. Donc forcément, c'est un peu plus facile d'avoir du recul, d'être assez neutre, de se rendre compte que finalement c'est quasiment toujours les mêmes news, interprétées quasiment de toujours les mêmes façons. Enfin bon bref, on te prend Pierre-Paul ou Jacques et on te rajoute Émile ou Louis dans l'histoire, mais c'est quasiment les mêmes histoires à chaque fois et en fait on en revient toujours sur les mêmes points, c'est que les cryptos c'est très volatile et que même quand vous êtes dans un marché haussier, vous pouvez vous retrouver avec des moments où vous allez vous prendre à moins 30, moins 40%, qu'on va vous expliquer par tout un tas de news et d'éléments nouveaux que le marché vient d'apprécier, etc. À la fin de l'histoire, c'est toujours la même. C'est quand même un marché qui est en croissance. Donc voilà, moi c'est en tout cas la note positive de la fin, c'est que pour moi c'est absolument pas la fin. Et il y a aucun moment je me suis dit je vais vendre mes cryptos, ça y est, on est à la fin du marché haussier et ça y est, on va repartir pour 4 ans de bear market. Donc franchement, pour moi, dans le pire des scénarios, on se retrouve avec une correction à moins 40% et simplement, plutôt qu'on ait la fin du bull run dans 6 mois, on l'aura dans 1 an ou dans 1 an et demi, voire 2 ans. Mais bon, qu'est-ce que ça change franchement sur votre position? Quand vous rentrez dans ce genre d'écosystème, faut quand même avoir une vision assez long terme. Moi, je conseille au moins d'investir à horizon 2-3 ans sur les cryptos minimum, en fonction de où vous arrivez dans un cycle, et en bourse à minimum sur 4-5 ans. Donc voilà, c'est pas parce que aujourd'hui ça s'effondre que c'est la fin du monde et que c'est la fin des cryptos. Enfin, la fin des cryptos... Dans le premier cycle où je suis arrivé en 2017-2018, on pouvait encore, je pense qu'il y en avait certains qui disaient quand le Bitcoin avait atteint les $5000 que ça y est, il irait jamais plus haut et que ça allait être la fin. On voit bien que ça continue de monter et que ça continuera de monter, principalement aussi parce que vous avez les grandes monnaies, notamment le dollar et l'euro, qui se déprécient. Donc naturellement, c'est des actifs qui vont continuer à monter. Ouais. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à raconter ? Non, je pense qu'on est arrivé à la fin. C'était, je pense, intéressant de refaire un peu toutes ces actualités, de parler un peu des incertitudes sur les marchés et que même si c'est toujours particulier, je pense que ce qui fait la grande différence avec l'immobilier, qui fait que beaucoup de gens préfèrent l'immobilier, c'est qu'en réalité, ton potentiel de gain, que ce soit sur la bourse ou sur la crypto, il est influencé par l'incertitude du marché. Et plus t'as d'incertitude, plus t'as de potentialité de faire des gains. Ce qui est un petit peu différent de l'immobilier. L'immobilier, au contraire, c'est plutôt plus t'as de certitude, plus potentiellement tu sais si tu vas faire de gros gains ou pas. Par exemple, si tu achètes un immeuble, tu sais qu'il est au prix du marché, tu sais que tu as une toiture à refaire dans 3 ans, tu sais que tu as une façade à refaire dans 10 ans, tu sais que tu vas faire pas l'affaire du siècle. Maintenant, à l'inverse, tu sais que t'achètes pas cher, tu sais que t'as fait passer un gars sur le toit est très bon, que la façade elle est vraiment en bon état ou qu'elle a été refaite assez récemment. Finalement, tu sais que tu vas faire une bonne affaire, même si encore une fois, il faudra être patient et que c'est peut-être pas le moment de faire, on va dire, le coup du siècle et de revendre demain. Les cryptos, la bourse, c'est un peu plus compliqué. En général, c'est plus tu ne sais pas où ça va aller, plus potentiellement ça peut aller loin. Ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager l'épisode, à nous mettre 5 étoiles sur différentes plateformes. D'ailleurs, on est un peu en retard sur Apple Podcast. Donc, si vous écoutez sur Apple Podcast,
Au pop-up. Au pop-up, exactement. Mettez-nous 5 étoiles. Enfin, franchement, ça serait très sympa de votre part. N'hésitez pas à partager également l'épisode autour de vous. Là, on a la rentrée qui arrive. On commence à vous avoir pas mal d'épisodes d'avance avec des invités. Ça va être une très grosse rentrée pour le podcast. Ça va être un petit peu la deuxième rentrée du podcast. Ouais, c'est la deuxième rentrée en ce moment. Et franchement, on pense qu'elle va vraiment être cool. Plus, il y a d'autres invités, parfois peut-être certains que vous avez déjà entendus qui risquent de revenir. Enfin, des dingueries. Donc, restez vraiment à l'écoute. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.